Comme vous le voyez, nous sommes de retour et comme vous, nous sommes confinés. Nous allons donc communiquer virtuellement. Et vous comptez nos voyages. Tin. La côte argentine et la péninsule antarctique sont des zones protégées et fragiles. Il est interdit de prélever quoi que ce soit. Cailloux, mousses, plumes doivent rester à leur place. À vous montrer, je n'ai que des photos et des films, agrémentés de quelques déchets. On quitte Paris le 27 décembre et le lendemain, on arrive à Buenos Aires. L'ambiance est moite. On arrive à l'auberge de jeunesse et la première chose qu'on a fait finalement en arrivant en Argentine, c'est de s'écrouler sur nos lits pour dormir jusqu'au lendemain matin. On s'est pas réveillé de bonne heure non plus et on est parti à la découverte de la ville. On a surtout commencé par visiter le quartier de Palermo, le quartier où était notre auberge de jeunesse. Et on a pas mal marché parce que on cherchait en fait à visiter des musées, des parcs ou des lieux un peu touristiques comme ça, normalement ouverts, sauf que étant quelques jours avant le Nouvel An, tout était fermé. Donc finalement, d'échec en échec de monuments et bâtiments fermés, nous avons fait une balade dans ce quartier toute la journée. Et surtout, ça s'est conclu par une limonade en terrasse et ça faisait beaucoup de bien. La plus grande partie de notre séjour à Buenos Aires a été consacrée à l'organisation de la suite de nos voyages pour aller chacune à nos points de rendez-vous. Donc préparation de panneaux de stop, d'itinéraires, de rédaction de messages, puisque moi je ne parle pas du tout espagnol. Donc sur mon petit carnet, j'avais des petits mots préparés par Gaëlle pour arriver jusqu'à Bahia San Blas. C'est le moment de se rendre vers la gare routière. Pas de chance ce jour-là, il pleut des cordes. Et donc, on a dû s'acheter un parapluie à la hâte pour protéger mon sac à dos. Gaëlle l'avait complètement emballé dans sa grande cape de pluie. On prend le métro pour se rendre à la gare. Et c'est une gare énorme avec un départ de bus vraiment monumental. Il y avait plus d'une cinquantaine de voies avec des tableaux d'affichage presque comme à l'aéroport. Et moi, mon bus n'est pas indiqué. L'heure du départ est déjà arrivée. Et finalement, tout s'est fait en 3 minutes. Mon bus est apparu sur le panneau, il est apparu sur le quai. Le chargement a été expéditif et c'était parti pour 18 heures de bus. J'ai abandonné Gaëlle sur le quai qui est restée, elle, encore une journée. Une fois arrivée à Carmen de Patagonia, il me restait encore du trajet pour arriver jusqu'à Bahia San Blas, le point de rendez-vous fixé par Marion, Antoine et Marine. Donc là, j'ai sorti mon petit panneau de stop, je suis allée voir le chauffeur, je lui ai présenté le petit mot qu'elle avait écrit dans mon carnet. Ils ont appelé quelqu'un, le gars m'a fait signe qu'il s'occuperait de moi. Et on est parti vers Bahia San Blas. Et là, j'ai attendu sur la plage le bateau, les voiles sont apparus et là l'excitation était quand même à son comble. J'allais enfin rencontrer l'équipage, découvrir le bateau. Antoine et Marine sont venus me chercher et ça y est, c'était parti. C'était le début de l'aventure, des bagages, des cadeaux qui m'ont été confiés par les parents d'Antoine et Marion. Alors Marion, c'est le commandant. Antoine, lieutenant navigation sur l'Hermione, c'est comme ça qu'on l'appellerait. Marine, matelot, que je connais depuis 2018. On a navigué ensemble sur l'Hermione. Vous me connaissez, deuxième matelot et pour le coup complètement inexpérimenté puisque c'est la première fois que je vais naviguer sur un bateau contemporain en acier avec des voiles qui ne sont pas des voiles carrées. Et ça a été un vrai apprentissage surtout que j'ai découvert à cette occasion malheureusement que j'étais vraiment sujette au mal de mer et donc toute la descente de l'Amérique du Sud s'est faite avec un mal de mer très important. Premier émerveillement, le 5 janvier, on arrive à la Caleta Horno et c'est magnifique. On était entouré par des montagnes ocres. Ça semblait tout à fait désertique.
Au loin, des guanacos, c'est comme des lamas, mais plus sauvages. Et pareil, avec une teinte de pelage crème, caramel, beige. Ils ont des poils courts et ils ne crachent pas comme des lamas. On arrive et là, c'est vraiment merveilleux d'être entouré par cette terre. Surtout, c'est très surprenant parce que c'est étroit comme passage, l'eau est lumineuse et lorsqu'on s'amarre, c'est la première fois pour l'équipage d'Aukena qu'on va mettre des haussières à terre. Ça veut dire qu'en plus de l'ancre, il va y avoir des cordages pour maintenir le bateau parfaitement dans l'axe qu'on le souhaite. Et donc, pour cette première expérience, c'est Antoine qui saute à terre pour amarrer le navire. Et lors de sa petite expédition, il découvre une boîte dans laquelle il y a un carnet. Et en fait, c'est un carnet journal de bord déposé par les navigants parce qu'on ne peut pas vraiment accéder à cet endroit autrement qu'en bateau. Donc, c'est un lieu qui est très préservé, sauf sur la côte exposée, où là, il y a pas mal de déchets qui sont déposés par la mer. Les couchers de soleil aussi étaient très forts, très doux. On est resté là quelques jours jusqu'à ce que les conditions météo soient bonnes pour repartir. Ensuite, on est descendu à Porto Deseado. C'est pas une ville très jolie, hein, c'est pas pour ça qu'on y était. Par contre, les couchers de soleil étaient vraiment incroyables. C'est l'occasion également de changer de voile. À l'avant, on utilise un génois et là donc c'est un Yonki qui est installé à la place. C'est une voile qui est un petit peu plus étroite. Elle est censée moins toucher l'eau. C'est toujours la même chose, hein. Pour le départ d'un mouillage, on attend les conditions idéales et donc lorsqu'elles se présentent, on est parti pour l'île des États. Voici les 50e rugissants. Ça fait 12 heures qu'on est au moteur et il y a 0 nœud. Sur la côte argentine, nous avons l'autorisation de pêcher. Par contre, une fois passé les 60e, ce n'est plus possible. En Antarctique, la pêche est interdite. Alors la ligne était presque toujours à la traîne, en tout cas pendant la journée. Une fois, c'est pas un poisson au bout de la ligne, mais un oiseau. Et pas n'importe quel oiseau, puisqu'il s'agit d'un albatros. Et par chance, Antoine a réussi à ressortir l'hameçon du bec de l'oiseau sans le blesser. L'oiseau a repris la mer en étant pâteau, à son habitude, sur l'eau, puis s'est à nouveau envolé. Par la suite, on n'a pas ressorti la ligne. Seul dans mon monde, 4 heures du mat, loin des flashs. 207 chambres d'hôtel. Je t'appelle mais tu décroches pas. Seul sur la route, entre mes rêves et mes doutes. Au milieu de la piste de danse, dernier verre et je pense à toi. Un shot, je pense à toi. 2 shots, je pense à toi. 3 shots, je pense à toi. Il y avait de la brume, beaucoup de vent, beaucoup de houle. Et une fois qu'on a passé cette première entrée, c'était le calme, c'était hyper, hyper apaisant. On a fait un premier mouillage entouré par le kelp. Le kelp, ce sont des algues, des forêts maritimes qui sont très, très présentes dans cette zone. Il faut éviter au maximum d'être trop proche du kelp parce que le danger, c'est qu'ils viennent se bloquer dans les hélices. À la fin du petit-déj, la vaisselle faite, il était temps d'aller au deuxième mouillage un peu plus loin. La mer était montée et là, c'était vraiment le paradis. Il y avait des petites îles, c'était très verdoyant, rien à voir avec le décor qu'on a quitté en quittant la Carletta Horno. Là, c'était vraiment luxuriant, mais luxuriant proche du sol quand même, parce que beaucoup, beaucoup de vent et donc il y a une diversité de flore incroyable, mais c'est au ras du sol et surtout il pleut tellement que l'île est complètement recouverte de mousse et lorsqu'on est allé randonner, nos pas faisaient flop, flop, flop. Il y avait énormément de mousse gonflée, chargée d'eau et donc là, la rando, ça pouvait pas être en chaussures, hein, c'était en bottes. Cette fois, il est temps de repartir, donc on poursuit notre route. Mais finalement, d'aller directement à Ushuaia, c'est pas possible non plus, trop de vent. Donc on va faire une escale à Porto Espagnol.
Et là, c'est une rencontre incroyable. Sur cette île, il y a un homme qui habite là, seul, dans une cabane qu'il a complètement restaurée. Il y a eu une activité et des agriculteurs, ou plutôt des fermiers, à habiter là, mais ils ont tous fui la zone. Donc il y a des vaches sauvages sur le territoire. Et Sergio, donc le photographe un peu fou qui s'est installé ici, nous a accueillis divinement bien. Il nous a proposé à manger, il nous a offert une douche face à la mer. C'était vraiment génial. On a fait du cerf-volant, on a pu profiter et admirer des arcs-en-ciel. C'était un moment de repos très agréable, surtout que sur le bateau, on commençait à être à court de vivres. Il nous restait un rouleau de papier toilette. Alors Sergio, il n'avait pas non plus énormément de vivres parce qu'en étant sur cette île où rien ne pousse vraiment d'alimentaire, parce que c'est balayé par le vent, c'est recouvert par la neige l'hiver, donc il compte sur des militaires qui passent une fois par mois lui déposer des vivres. Donc on n'osait pas vraiment lui demander de nous dépanner, surtout que le bateau ce mois-ci n'était pas passé. Sergio vit seul, loin de tout, mais à quelques pas de sa cabane, il cohabite avec une œuvre d'art installée là il y a quelques années. Le moment était venu pour repartir. Cette fois, on allait passer le Beagle pour arriver à Ushuaia. Et ça n'a pas été simple non plus, parce que dans le Beagle, beaucoup de courant, beaucoup de vent, et avec le moteur, on n'avançait vraiment pas. De manière générale, on avance plus vite avec les voiles. Donc il a été décidé qu'on tire des bords. Alors au début, c'était assez drôle, et pour moi, c'était un entraînement vraiment superbe. Mais 46 bords à la fin, ça se sent. Donc pendant 24 heures, on a tiré des bords en se relayant de jour comme de nuit. L'arrivée à Ushuaia, elle fait beaucoup de bien. Pas de vent, un soleil magnifique, plus de vagues. C'est le repos qui s'annonce et ça fait beaucoup de bien. Cette fois, on était au ponton, à couple, ça veut dire amarré à d'autres bateaux. Et c'est une semaine de chantier. Une semaine de chantier indispensable pour poursuivre le voyage. Il va falloir réparer la voile qui a été abîmée pour arriver jusque-là. Mais il y a aussi de la maintenance pour la barre à roue, par exemple, pour le pilote automatique. Il y a une révision, vidange du moteur, les courses à faire, les confitures, des conserves. Là, c'est le défilé des pots pour la sauce tomate, la ratatouille. Les confitures indispensables, je reviens dessus parce que c'est un bon cadeau dès qu'on a pu rencontrer quelqu'un qui nous a dépanné, rendu service, et ça a souvent été le cas. On a offert des pots de confiture à chaque service rendu. Et la semaine, elle est passée très vite jusqu'à ce que le départ s'annonce réellement. Il me prend dans ses bras, il me parle tout bas. Pendant ce temps-là, Gaël chemine vers le Chili. Avant de cheminer, il a fallu trouver un moyen d'aller jusqu'au Chili. Je suis donc restée une journée de plus à Buenos Aires puisque j'ai été contrainte de prendre un bus de 25 heures, tout d'abord, pour aller jusqu'à Comodoro Rivadavia, un peu plus bas sur la côte atlantique, et ensuite prendre un autre bus pour aller jusqu'à Coyhaique, qui était ma première destination. Sauf que ça ne s'est pas tout à fait passé comme prévu. Alors déjà, ça a été très long pour que ça se passe comme je voulais, parce que j'ai dû faire beaucoup de recherches de bus. C'était pas très simple de trouver un chemin et un itinéraire. J'ai réussi à le faire. Arrivé à Comodoro Rivadavia, donc c'est une ville désertique où il n'y a que du pétrole. On a beau être sur la côte atlantique, donc au bord de la mer, il n'y a pas de plage d'accessible à partir de la ville. J'ai appris 2 mois plus tard qu'il y en avait des splendides, mais à quelques kilomètres. Et c'est aussi une ville sans office du tourisme, il n'y a absolument aucune indication, rien de touristique. Donc ça a été très long. Juste avant, le chemin de 25 heures a aussi été très long car on passe d'abord à travers la Pampa, donc
la Pampa, c'est assez sympa finalement, puisque ce sont des grandes plaines avec beaucoup d'agriculture. Donc, c'est le moment où on peut voir des grands troupeaux de vaches ou de chevaux ou de moutons. Et ensuite, on entre en Patagonie. Et là, c'est la partie désertique de la Patagonie, c'est-à-dire que il n'y a que des arbustes et c'est tout. Après, on peut croiser de temps en temps des guanacos, donc les lamas sauvages. On peut aussi voir des nyandous, c'est une sorte d'autruche mais en plus petit. Et quelques moutons de temps en temps encore. Mais c'est vraiment un paysage qui est propice à la remise en question, au doute et à la réflexion sur son être, sa façon de vivre. Et du coup, j'ai traversé quelques instants de doute, mais ça s'est finalement conclu sur le fait que le voyage, c'est quand même très chouette, mais il faut avancer pour pouvoir en profiter. Quoi qu'il en soit, j'arrive donc à la gare routière de Comodoro et je vais acheter mon billet de bus pour la suite, pour aller jusqu'à Tlochaïké. Et là, je découvre que le prochain bus est dans 2 jours, mais il est complet. Le bus suivant est dans 6 jours. De peur de ne pas avoir de place, je prends donc un billet, en me disant que ça va quand même être très long de passer 6 jours dans cette ville où il n'y a rien pour les touristes. Je passe 4 jours dans la ville. Et après ce laps de temps, je décide finalement de changer d'itinéraire. Au lieu de prendre un bus direct qui fait environ 12 heures, je décide de partir 2 jours plus tôt et de prendre un chemin un peu plus complexe à organiser. J'ai dû prendre 2 bus, ensuite une navette pour traverser la frontière, un ferry pour traverser un lac, et enfin un autre bus qui lui m'emmène jusqu'à destination. Bon, à savoir que je n'avais aucune adresse ni numéro de téléphone qui fonctionnait. C'était un écocentre dans une communauté. J'étais venue pour finir de construire un théâtre en éco-construction sous un géodôme avec des murs en terre et en matière recyclée. J'étais aussi venue pour participer à l'inauguration de ce théâtre, donc 3 semaines plus tard, et pour présenter une création que j'ai écrite pendant mon séjour là-bas. Ce lieu a été créé et appartient à Pipé, qui monte ce projet depuis environ 7 ans, construit petit à petit sa maison et cet écocentre pour pouvoir accueillir des gens, créer des événements et créer un lien surtout entre les gens. L'écocentre se situe dans la communauté de Mingalegre. C'est une communauté qui existe aussi depuis 7 ans, donc c'est encore une communauté assez jeune, où toutes les maisons sont en barreau et para, donc en une sorte de terre-paille torchis, avec beaucoup de projets hyper intéressants. Donc Pipé, lui, monte l'écocentre, le théâtre. À côté, certains ont un camping qui a poussé écologique et vendent des produits d'hygiène corporelle faits avec les plantes de leur jardin. Les autres propriétaires de la maison sont Russia et Rumi, le chien qui se laisse caresser par tout le monde et il ne faut surtout pas compter sur lui pour monter la garde, mais par contre, elle est là dès qu'une caresse peut venir, on la retrouve sur le ventre, le présentant son ventre à attendre. Et à côté, Rumi, c'est un chat absolument maniéré qui ne boit que si l'eau tombe du robinet, et c'est tout, avec de grands poils incroyables. Pour financer ce lieu, Pipé propose des chambres en Airbnb, donc on accueillait très régulièrement des gens qui venaient dormir pour 1, 2 nuits, 3 nuits. Et surtout, j'étais avec 2 autres volontaires, Mayo et Rodrigue, qui venaient aussi en fait pour finir la construction du théâtre. Mayo est japonaise et Rodrigo est franco-chilien. Et on a passé beaucoup de temps ensemble pour la construction justement, mais on a aussi continué le voyage un peu après ensemble. Il y avait aussi très régulièrement à passer Jorge et Diego, 2 amis de Pipé qui venaient aider au chantier, vivre un peu avec nous, passer du temps. Et surtout, eux deux sont constructeurs de djembé, pratiquant dans des batucadas, des groupes avec leurs amis, d'autres personnes. Donc c'était très sympa. En général, on passait nos journées à faire nos temps de bénévolat, donc à construire le théâtre. Sachant qu'on avait une deadline, on a pas mal travaillé
pour essayer de tout préparer à temps et d'avancer le plus possible. La nuit, on a beaucoup chanté, on a beaucoup joué de la musique, on a beaucoup parlé d'écologie, et de toutes choses de ce style. On en parlait aussi beaucoup la journée, mais encore plus la nuit. Et entre tout ça, moi, j'écrivais mon conte pour pouvoir le présenter le jour de l'inauguration du théâtre. Là-bas, j'ai appris beaucoup de choses. Comment construire un djembé, ça m'a aussi permis de rejouer un peu des percussions. J'ai beaucoup appris à propos de la construction, comment on monte un lieu comme ça sans argent, juste en se débrouillant et avec ce qu'on peut trouver dans le coin, donc comment recycler finalement tous les déchets qu'on peut trouver. On a aussi beaucoup cuisiné et c'était très intéressant. Enfin, autant de la cuisine japonaise que de la cuisine chilienne, que pareil, du recyclage de ce qui restait dans le frigo. Et on a eu aussi un cours très spécifique sur comment fait-on le maté. Au détour d'une conversation avec les 2 autres volontaires, nous avons découvert que tous les 3 nous voulions partir à El Bolson en Argentine. Alors nous avons décidé de partir ensemble en stop, à la fin des 3 semaines de volontariat au Chili. Le voyage a été incroyable. En 48 heures, nous avons réussi à rejoindre la ville, El Bolson, alors qu'il y avait plus de 800 km qui nous séparaient. On est toujours tombé sur des automobilistes géniaux qui s'arrêtaient pour qu'on puisse prendre des photos, nous expliquer un petit peu l'histoire du territoire, l'histoire des paysages qu'on voyait, ce que eux faisaient dans la vie. Ça a toujours été très enrichissant. Bon, aussi, on mettait toujours Rodrigo devant nous, car c'est lui qui parlait le mieux en castillan. Et ça nous a quand même pas mal permis de développer les conversations. À un moment, on a perdu le maillot. C'est-à-dire qu'on a commencé, on était dans un lieu où il y avait beaucoup d'autostoppeurs, donc on s'est séparés. Et la voiture qui nous a pris, moi et Rodrigue, ne s'est pas arrêtée devant Mayo. Mais le plus incroyable, c'est que le lendemain matin, Mayo, qui du coup avait continué son chemin, s'est retrouvé devant notre fenêtre à faire du stop. Donc, on s'est dépêché de la rejoindre et on a fini le chemin ensemble. Enfin, après d'autres péripéties, aventures et personnes rencontrées, nous sommes enfin arrivés à El Bolson. Et là-bas, Mayo et Rodrigo avaient une adresse pour faire du volontariat dans une auberge de jeunesse, toujours en éco-construction, toujours avec un grand jardin en permaculture développé, et toujours à la recherche d'alternatives, de modes de vie, avec un esprit communautaire. Malheureusement pour moi, il n'y avait pas de place en tant que volontaire, mais il y avait de la place en tant que personne qui paye son lit. Donc je suis restée finalement avec eux une bonne dizaine de jours, donnant quelques coups de main, mais aussi profitant de ces jours sans volontariat, sans obligation de donner des coups de main pour visiter un petit peu les alentours, préparer mon retour en France et aussi un petit peu préparer la suite de mon voyage. Nous sommes le 30 janvier 2020 et Manon m'appelle une dernière fois avant de prendre le large. Départ d'Ushuaïa, ça y est, enfin, on va partir en Antarctique, le bateau est prêt. C'est le moment du départ, de larguer les amarres et de quitter Ushuaïa. La musique retentit. Nous voilà partis, et un peu plus loin, on met les voiles, et là, 50 nœuds devant. C'était la baston à la sortie pour reprendre le Beagle, donc un départ très agité. Mais cette fois, j'ai des médicaments en béton armé et là, je n'ai pas été malade une seule fois pour la fin du voyage, pour le dernier mois. Pour passer le temps, on pouvait compter sur l'imagination de l'équipage. Certains vont réaliser des chaussons en wax, en direct du Sénégal. La semelle. En tapis de yoga Décathlon, 5,99 €. D'autres, des cuvettes de toilette, parce que la cuvette des toilettes est un petit peu fraîche lorsqu'on se déshabille, des poignées de porte, mais également des paniers à mettre dans le poêle lorsqu'on est au mouillage pour brûler les déchets, parce qu'en Antarctique, on ne peut pas jeter le compost par-dessus bord. Et un torchon a été choisi pour être le torchon du pain.
Le pain, d'ailleurs, il va falloir le couver parce qu'il fait trop froid dans le bateau pour pouvoir avoir un pain qui lève. Donc, couver le pain, ça veut dire dormir avec, ou alors le mettre au four avec une bouillotte pour espérer qu'il est suffisamment chaud pour gonfler. Et pour éviter de prendre le torchon de la vaisselle, le torchon qui traîne ou qui sert à tout, eh bien le pain, c'est fait broder un torchon. L'arrivée à Melchior, c'est l'arrivée en Antarctique. Et c'est le lieu idéal pour arriver. Au début, au loin, des nuages épais, très blancs. Et plus on approche et finalement, moi je réalise seulement assez tard qu'en fait c'est pas des nuages. Les nuages, ils sont accrochés aux montagnes qui sont recouvertes de neige. Ça y est, on est arrivé en Antarctique. Parce qu'on a face à nous des montagnes de neige, puis des icebergs. Et c'est la première manœuvre face aux icebergs. Je suis tout à l'avant, je dois annoncer aux barreurs ce que je vois devant, s'il y a des fonds. Et j'arrive pas à parler, j'ai la voix coupée. C'est sublime. Heureusement, on n'a rien touché, rien percuté. Tout s'est parfaitement bien passé. Lors de la navigation sur les côtes argentines, on était les seuls en mer. Sur l'AIS, quasiment jamais un bateau n'était visible. C'était vraiment une navigation presque en solitaire. Heureusement que nous étions 4 à bord. Par contre, en Antarctique, eh bien là, il y avait moult bateaux. C'était incroyable en fait. On n'a jamais vu autant de monde que lorsqu'on était en péninsule antarctique. Nous avons cru faire une transat en solitaire, mais à la place, nous ne dessinons sur l'asphalte qu'un balai de lignes on ice. Et voilà, en fait, c'est ça aussi l'Antarctique, c'est un tourisme de masse très très important. Aujourd'hui, c'est samedi 8 février, c'est mon anniversaire, on quitte Melchior. Et là, on voit des baleines, nos premières baleines. C'est vraiment une journée parfaite. Antoine se lance dans une galette des rois, étape qui va lui prendre une bonne partie de l'après-midi. Préparez votre pâte dans une jatte plate et sans plus de discours. Allumez votre four. Prenez de la farine, versez dans la terrine, 4 mains bien pesées autour d'un puits creusé. Choisissez 4 frais, qu'ils soient du
qu'il soit du matin frais, car à plus de 20 jours, un poussin sort tout, un poussin sort tout. Puis on arrive dans une base chilienne. Si je dois résumer le voyage, je dirais que c'était grandiose sans rien de trop ou grandiose en sobriété. Ça coupe le souffle. L'Antarctique, ça déstabilise par la pureté des lignes, la sobriété de ce qui nous entoure. C'est blanc, c'est bleu, c'est très très bleu. On peut imaginer qu'à tout moment, un bloc de glace va tomber, mais finalement, on apprend par d'autres bateaux que ce bloc semble être menaçant depuis des dizaines d'années. Et par endroits, on entend des craquements terribles, on voit des bouts de glace tomber. Et là, pour le coup, on ne s'était pas imaginé que ce morceau-là allait tomber au moment où on était à cet endroit. C'est des zones, c'est une zone qu'on ne maîtrise vraiment pas du tout. À ma grande surprise, en Antarctique, c'est pas seulement de la glace, il y a aussi beaucoup de cailloux, mais il y a aussi de la mousse, et des mousses très colorées. Alors je me suis lancée dans une grande collection photographique de mousse et de cailloux. Mais je vais vous épargner d'en mettre trop dans ce film. L'Antarctique, j'avais jamais envisagé y aller avant qu'on me propose, et j'y connaissais pas grand-chose. J'ai dû réviser un peu avant de partir, donc j'ai découvert qu'en Antarctique, il n'y avait pas d'ours polaire, qu'il n'y avait pas d'aurore boréale. Quand nous y sommes rendus, c'était l'été. Et l'été, pas de banquise, moins de conditions de navigation difficiles. Et c'est vrai, la mer était plate. Très souvent, on avait l'impression de naviguer sur un lac. Un lac pas sans fin, parce que on était toujours entouré par des îles parce que nous sommes restés dans la péninsule antarctique. Donc on naviguait sur des eaux très calmes, avec très peu de vent, parfois même pas de vent du tout. Et la plupart des navigations en Antarctique se faisaient au moteur. Toujours entouré par des îles, par des glaciers, par des manchots. Manchots ultra présents à chaque départ, à chaque arrivée en mer. Les manchots sautaient puis disparaissaient et on les voyait réapparaître plus loin. Moi, je dois dire que j'ai une petite préférence pour les manchots papous qui ont un triangle blanc au-dessus de l'œil, mais on a également croisé des manchots Adélie qui ont la tête toute noire et des manchots à jogulaire qui ont eux un collier. Ils sont assez chics eux aussi. Lorsqu'on approchait en général des terres, on pouvait apercevoir des otaries à fourrure et elles sont très belles. Surtout dans l'eau, en fait, c'est des animaux qui sont très très efficaces. Voici un vol de Weddell. Surtout ne vous inquiétez pas, nous n'allons pas le déranger. C'est l'animal le plus lent que je n'ai jamais rencontré. Attention, il ne va à rien se passer. Mais la mer finit par monter et le phoque va être obligé de quitter son poste. Le problème du phoque de Weddell, c'est qu'il est tellement discret qu'il arrive qu'on le confonde avec son environnement, bien joué, sauf que lors d'une randonnée, il nous est arrivé de devoir glisser le long d'une paroi de glace et d'atterrir sur une plage de cailloux. Eh bien, nous étions à 2 pas de tomber directement à califourchon sur un phoque. Elle roule toutes les 3 passées juste devant.
On a même croisé une baleine endormie. Elle s'est réveillée et tout de suite elle est partie en faisant une grande embardée. Et elle n'est pas partie très loin parce que finalement elle est revenue, elle nous a tourné autour et elle a trouvé un autre endroit pour aller s'endormir. Et c'est vraiment très fort parce que en France, lorsqu'on croise des animaux sauvages, c'est de manière générale assez furtif. Ils sont plutôt craintifs et vont vite se cacher ou partir ailleurs. Là, c'est absolument pas le cas. On devait respecter des distances. Mais les manchots, par exemple, pouvaient nous passer devant et nous observer et ne rien changer à leur comportement. En tout cas, notre présence n'avait pas l'air de les déranger du tout. Les oiseaux, par contre, pouvaient être très agressifs. Les sternes, notamment, ou les squats, qui étaient là pour protéger les manchots, parfois venaient nous grogner dessus ou plonger à pic en direction de nos têtes avant de repartir un peu plus haut ou un peu plus loin. Donc finalement, ce qui nous semblait être le plus menaçant dans tous ces animaux hors du commun, c'était tout simplement des oiseaux qui ressemblaient à des goélands ou à des sternes. Vernadski, c'est le point le plus au sud de notre voyage en Antarctique. C'est une base ukrainienne et l'accueil a été très chaleureux. Historiquement, cette base, elle est britannique. Et les Britanniques ont installé billard, bar, moquette, fauteuil, ambiance tamisée. Et ils font la fête dans cette partie de la base, qui est quand même une base scientifique et sérieuse. On y a passé une soirée vraiment incroyable, mais comme cette fois c'est pris par des Ukrainiens, eh bien il y a une fabrication locale de vodka avec de l'eau de glacier d'Antarctique. Et ça, c'était très très agréable. Nous avons été réinvités, chose exceptionnelle, pour le surlendemain. Invitation au sauna. La base ukrainienne contient un sauna et c'est un moment inoubliable. Il faisait 110 degrés dans le sauna. Il nous conseillait vivement de sortir assez régulièrement et si on le souhaitait, de se baigner. Mais se baigner, c'était se baigner directement dans la mer. Au loin, les icebergs et autour, les manchots. Oh, c'était complètement divin, assez fou et irrationnel. On s'est baigné 4 fois. Port-le-Croix, c'est la dernière base britannique qui reste en Antarctique et c'est une arnaque commerciale. Il n'y a pas un seul scientifique sur l'île, il reste seulement un bureau de poste. Mais en fait, c'est surtout un musée et une escale obligatoire qui s'est rendue obligatoire en Antarctique. On l'a découvert en y allant. Port-le-Croix, finalement, pour un prochain voyage, ou si quelqu'un projette d'aller un jour en Antarctique, eh bien, je le déconseille, parce que c'est pas un lieu qui est spécialement joli. Il y a quand même des squelettes de baleines qui sont incroyables. Ça, c'est vrai que c'est impressionnant. Mais c'est très frustrant de faire partie de cette masse de touristes, en fait, et de contribuer, ou de réaliser qu'on contribue à ce tourisme de masse en Antarctique. La boucle est bouclée, on est de retour à Melchior, on attend la fenêtre météo, on attend le bon moment pour se frayer un chemin pour rentrer jusqu'à Ushuaia. L'antenne qui descend sur la triste spie, qui revient sur le pont. Voilà Antoine. Ah, ça me coule. Avec son ordinateur et sa petite radio qui capte la météo. On s'en est pris plein les yeux, c'est aussi du coup plus difficile. La fatigue est là et puis la fin approche et c'est toujours dur de vivre la fin d'un voyage. Mais c'est une fin qui va durer longtemps parce que le Drake, ça se fait pas comme ça. Et là, on est au pré tout du long. Ça veut dire que le bateau, il tape énormément, qu'on est gité.
Donc c'est des conditions de navigation qui peuvent être assez hard. On ne peut pas directement arriver à Ushuaia, donc on va faire un mouillage, notre dernier mouillage. Depuis quelques jours, Antoine est blessé. Il s'est cassé un doigt. Ça y est, on est arrivé à nouveau sur Terre. Il y a de l'herbe, des arbres, des habitations au loin, du soleil. C'est vraiment très très beau. C'est un lieu qui est complètement bucolique. Qu'est-ce que c'est bon de marcher dans les champs, d'entendre à nouveau des sons qui sont connus. Et allongée dans l'herbe, je crois que je me dis que c'est là que j'ai envie de vivre en fait. J'ai envie de vivre entourée de campagne. Les conditions sont censées être plus douces. C'est pour ça qu'on a fait ce mouillage, pour attendre des conditions plus favorables. Donc on a tiré beaucoup moins de bords, mais tiré quelques bords quand même avant d'arriver. Et l'arrivée est presque aussi douce à Ushuaia. C'est notre dernier jour. Avec Marine, on décide de partir faire une randonnée pour au moins avoir visité quelque chose à Ushuaia, parce que la ville, elle est pas très belle. Le tourisme, il est aussi lié aux montagnes qui sont autour d'Ushuaia. Alors, nous partons dans les montagnes vers le lac Esmeralda, qui est un lac de glacier. Et ce chemin, il est surexploité. Il y a tellement de monde à marcher qu'il est complètement gadouilleux. Et c'était vraiment un parcours du combattant pour arriver jusqu'au lac. Mais une fois là-haut, c'est la récompense. Ce pique-nique face au lac et face aux montagnes. C'était une belle manière aussi de dire au revoir à ce voyage, de le quitter en douceur. Cette fois, c'est fini et surtout, c'est l'heure du coronavirus. On en a bien sûr entendu parler, mais je crois que nous n'avions pas encore compris l'ampleur du problème. Depuis notre dernier appel, Gaëlle s'est quelque peu sédentarisée. Sédentariser est un bien grand mot. Disons plutôt que la région m'a convenu. Hoy salí a caminar. J'ai pas fait de grandes randonnées autour d'El Bolson, mais il y a un endroit que j'ai beaucoup apprécié qui s'appelle le Bosque Tochado. Les sculpteurs ont décidé de venir créer des sculptures à même les troncs calcinés des arbres dans la montagne et de créer une sorte de musée à ciel ouvert. On peut voir, si on se rapproche de près, les racines encore de l'arbre qui est dans la terre, et il y a énormément de sculptures de différents styles aussi et de différentes époques. Parfois je partage le même âge avec certaines sculptures et d'autres qui ont été faites il y a à peine 4-5 ans. Mes deux amis rencontrés au Chili repartaient continuer leurs aventures à eux. Moi, je suis partie une semaine dans une ferme de fruits rouges à 15 km d'El Bolson. J'ai cueilli des framboises, j'ai sélectionné les plus belles framboises pour les vendre en frais et écarté celles qui étaient prêtes pour la confiture. J'ai fait de la confiture de framboises, j'ai mangé beaucoup de framboises aussi, mangé de la confiture de framboises. Mais il y avait aussi de la groseille, des bosenberry, du cassis. Une fois de plus, je me suis retrouvée avec une volontaire française. Les Français sont vraiment partout, mais encore plus en Argentine, dans la région d'El Bolson, c'était impossible de marcher dans la rue sans entendre au moins une personne parler français. Cette semaine, dans la ferme de fruits rouges, c'est très bien passé. Il manquait, je pense, juste l'esprit communautaire pour créer quelque chose d'incroyable. Et c'était vraiment hyper agréable d'être là-bas, dans les champs ou dans le salon de thé. Juste après, je suis devenue volontaire pour un festival de clowns, pour m'occuper de la cuisine, notamment le midi.
dans l'équipe de la chef Fedra, qui avait un goût pour les légumes et oignons coupés très petits. Ça a été mon sacerdoce pendant ces 5 jours de cuisine. On faisait à manger pour environ 150 personnes. Le fait d'être de cuisine le midi m'a permis de voir les spectacles de l'après-midi, environ 3 par jour. Por quererte, por amarte y por besarte. Lloro por quererte, por amarte y por besarte. ¿Por qué lloro? ¿Por qué? Ay, cariño. Mate, J'ai pu aussi participer à différents événements en tant que clown pour inciter les personnes dans la rue à nous rejoindre pour un spectacle de rue. J'ai beaucoup côtoyé aussi le chapiteau pour toujours admirer mais aussi filer des coups de main. Ça a été 5 jours très riches et très fatigants, très intenses parce qu'on commençait à cuisiner à partir de 7h du matin et on devait finir de faire la fête un peu au milieu de la nuit. Bon, ça dépendait parce que comme il fallait se lever le lendemain, j'étais pas dans les dernières à me coucher, pour une fois. Et enfin, à la fin de ce festival, je suis retournée d'abord pour une nuit à l'auberge de jeunesse. Et finalement, le lendemain matin, les gérants m'ont proposé d'être volontaire à mon tour pour leur filer un coup de main. Mon arrêt à Elbolson s'est prolongé de 2 petites semaines. Les habitants permanents de l'Archip sont composés de chimichurri, mosqueta, mostaza, es tu paso tan sereno, es tu paz y la simpleza con que enseñas a quererte. Voy cerrando los ojos, anhelando verte otra vez. Voy cerrando los ojos y me parece verte otra vez. Escondida en la quebrada, tu capilla que delata y un pueblito y de repente agradezco tu montaña, tu sonrisa, tu mañana, el río grande. Vos pintaste mis pupilas con colores de la vida y la humildad de tu gente. Y solo Au final, j'aurais passé 1 mois et 1 semaine dans cette région. Le piège, c'est de ne pas réussir à partir. Ils sont nombreux à dire que justement, c'est l'un des risques et c'est l'une des beautés de cette ville, c'est que finalement tout le monde veut rester car l'énergie y est incroyable. C'était aussi difficile de quitter cette région parce que j'ai commencé vraiment à créer des liens avec les personnes que j'ai rencontrées de l'auberge de jeunesse, mais aussi tous les gens qui participaient au centre culturel Galliano et à la tente théâtre qu'ils montent tous les étés. Ce centre culturel a un projet très intéressant pour moi, c'est-à-dire que c'est un lieu autogéré qui essaye de développer en tout cas des actions sociales et de faire en sorte que les personnes qui veulent créer des choses ou monter des activités, monter des ateliers puissent le faire en toute liberté. Et c'est aussi un lieu très militant contre, par exemple, les exploitations minières qui vont juste détruire le territoire. El pueblo de la Patagonia sostiene masivamente su grito del no a la explotación megaminera en legítima y legal defensa de su derecho a la vida con salud, solo posible con agua, tierra y aire libres de veneno, pero sus representantes no lo escuchan. No existe licencia social para proyecto de muerte, restitución de la ley anticianuro en Río Negro, no a la zonificación minera de Chubut, fuera Pan American Silver de la Patagonia, no es no. J'ai découvert qu'il y avait un train de nuit et qui va jusqu'à Viedma, donc revient jusqu'à la côte atlantique. Je suis partie jusqu'à Bariloche en stop. J'ai pris le train part pour
18 heures de route. Et là, j'ai des vues dignes des plus grands westerns. J'ai beaucoup apprécié. La gare ferroviaire de Viedma est à peu près à 1 heure de marche. Il fait une chaleur étouffante et tout le monde se colle finalement dans les petits points d'ombre en attendant les taxis. Mais j'ai la flemme d'attendre. Je décide de partir à pied avec mon sac à dos sur le dos qui doit faire à ce moment-là environ 25 kilos. Je décide de louer un appartement, mais le propriétaire ne découvrira ma réservation que 3 heures plus tard. Le monsieur qui louait est venu. Bon, il est venu, il a oublié de me rendre les clés, mais c'est pas grave. J'ai pu enfin me délester de mon sac à dos dans cet appartement et commencer à me balader en slip après 2 mois de collectivité. Viedma, c'est la ville jumelle de Carmen de Patagones, donc où est parti Manon pour rejoindre le bateau. Ça fait partie des villes les plus anciennes d'Argentine. Et c'est aussi à 30 km de la mer, donc j'ai décidé de rejoindre El Condor pour voir la plus grande colonie de loro de la région, enfin même d'Argentine, je crois que c'est même du monde. Enfin vraiment c'est très très grand. Finalement, j'ai rencontré plus de moustiques que de loro. Je pense que c'était pas la saison pour qu'ils nichent. J'ai dû voir une quinzaine de perroquets contre une bonne centaine de moustiques, mais bon, l'eau était chaude. Je suis allée à La Plata, cette fois pour 18 heures de bus. Et là-bas, j'ai pu profiter quelque peu de la ville. J'ai repris les transports, cette fois pour me rendre à Tigre. Tigre, c'est une ville qui est à peu près à 1 heure au-dessus de Buenos Aires. Et ce sont aussi des îles. Et j'étais attendue par Flavia, que j'ai rencontrée pendant le festival de clowns, qui m'a proposé de m'héberger. On a principalement bu du maté avec les autres habitants de l'île. Beaucoup fait les clowns. C'était vraiment très ressourçant. Avant de reprendre l'avion, ça a permis un peu de refaire un peu les points. Ça a été très, très doux comme moment. Jusqu'à ce que mon jour pour prendre l'avion arrive
et que les bateaux-bus décident de se mettre en grève. Mais s'il y a des bateaux-bus, il y a aussi des bateaux-taxis. J'ai pris un bateau-taxi, j'ai repris un RER, j'ai pris un métro et je suis arrivée à un point où j'avais rendez-vous avec Manon et Marine qui, elles, venaient tout juste d'arriver de Ushuaia. Et oui, nous voilà, rendez-vous réussi. Nous étions au restaurant, la commande était passée et Gaëlle est arrivée dégoulinante de pluie parce que dehors c'était le déluge. Et nous avons déjeuné, échangé très rapidement parce que le temps était compté et Gaëlle s'est à nouveau harnachée de toutes ses affaires pour diriger vers l'aéroport. De mon côté, il me restait encore une nuit à Buenos Aires et une matinée avant de prendre mon avion. Pour la première fois, j'utilise Uber. Je passe commande, le chauffeur est au rendez-vous devant l'auberge. Nous partons, le trajet se passe plutôt bien, sauf le pneu arrière de la voiture était crevé. Donc, urgence, changement de pneu. À nous deux, on est très efficaces. Le sauvetage de la roue est fait assez rapidement. Puis nous fonçons vers l'aéroport, mais j'avais pour une fois prévu suffisamment de temps de transport. Donc, c'est sans stress que nous sommes arrivés à l'aéroport. Et puis ensuite, tout s'est enchaîné très vite. Moi, j'avais le confort d'avoir un vol direct et c'était fini pour l'Argentine. Lorsque nous avons quitté la France, il y a 2 mois et demi, le contexte était compliqué. Réforme des retraites. Plus de transport en commun à Paris et des taxis hors de prix. Nous optons pour l'option chauffeur privé, Véronique Desmonts. Au retour, c'est pas simple non plus. Cette fois, c'est un virus qui manifeste. Nous avons juste le temps de rentrer à la Sébaudière et 2 jours plus tard, le confinement est annoncé par... Confiné à la Sébaudière, c'est un nouveau voyage qui nous attend. Un retour aux sources. Mais ça, c'est une autre histoire. Y bueno, ahora suena para todos ustedes la cancioncita. Una cancioncita más, no me vas a decir que no. Una cancioncita más, no te voy a decir que no. Si bajaste para venir desde lo alto de ese cerro, si cruzaste para llegar los recuerdos de aquel amor, la noche no va a alcanzar, por eso canto esta canción. La noche no va a alcanzar, es lo eterno de la canción. Capullo guardarás un pedazo de eternidad al ladito del corazón latiendo para no olvidar.